Suite à l'arrestation des Girondins, la Convention est dominée par les montagnards. Devant l'urgence de la situation, ils décident de réorganiser les pouvoirs. Un comité de salut public dirigé par Robespierre est chargé de prendre toutes les décisions pour défendre coûte que coûte la République. On décide alors de s'en prendre violemment aux contre-révolutionnaires. C'est le gouvernement de la terreur. Pour commencer, on s'en prend aux ennemis intérieurs de la République pour mater la contre-révolution. Avec la loi des suspects, tous ceux qui ne peuvent pas prouver leur attachement à la République sont inquiétés et jugés devant des tribunaux révolutionnaires. Ils sont emprisonnés ou guillotinés. Cela permet de s'en prendre aux contre-révolutionnaires, mais également aux ennemis des montagnards et des sans-culottes. Le propos de cette loi est clair, citoyens. Nous connaissons nos ennemis. Ceux parmi nous qui continuent à souhaiter que nous perdions ces guerres. Mais ils ne se moqueront plus longtemps de nous, en proclamant que nous ne pouvons pas prouver leur trahison. C'est simple. Obligeons-les à prouver leur propre innocence. Tous ceux qui ne pourront pas apporter une preuve tangible de leur engagement pour la Révolution seront automatiquement passibles d'arrestation. Nous proposons aussi d'élargir le rôle du tribunal révolutionnaire. Pour le moment, seule une section siège régulièrement. Nous proposons d'en ajouter 3 autres pour aider à mener à bien cette importante tâche patriotique. En résumé, citoyens, désormais, la terreur est à l'ordre du jour. Ensuite, on s'en prend aux ennemis extérieurs de la République, les monarchies européennes. Il faut absolument arrêter l'invasion de la France et c'est pourquoi la levée en masse est décrétée. Tous les Français doivent participer à la défense de la République. Cela permet de renforcer l'armée française qui enregistre plusieurs victoires militaires et qui peut alors repousser les armées ennemies. Donc, avec le gouvernement de la terreur, les montagnards cherchent à défendre coûte que coûte la République et les acquis de la Révolution, même s'il faut passer par une phase très violente contre ses ennemis. À l'intérieur comme à l'extérieur, ces derniers sont matés et la poursuite de la République est assurée. Dans le même temps, Robespierre poursuit la Révolution avec des réformes symboliques. Durant la Terreur, on poursuit les réformes pour faire encore avancer les idéaux révolutionnaires, et notamment pour donner au peuple ce qu'il souhaite. Les montagnards cherchent à renforcer encore leur lien avec les sans-culottes. Ainsi, par exemple, on supprime le calendrier religieux pour le remplacer par un calendrier républicain, dont le point de départ est la proclamation de la République. Un peu comme si une page de l'histoire de France se tournait. Dans ce nouveau calendrier, il n'y a plus aucune référence religieuse. Le nom des mois, des jours sont inspirés de la nature. D'une manière générale, on déchristianise la France, en mettant par exemple en place le culte de l'être suprême, une nouvelle religion républicaine. Les montagnards renforcent également les liens avec les sans-culottes avec des aides économiques aux plus pauvres. En effet, ils font appliquer la revendication populaire avec la loi des prix maximum. On fixe un seuil maximal de prix pour les produits de première nécessité, de manière à ce que tous puissent se nourrir. Enfin, Robespierre œuvre en faveur de l'égalité de tous les hommes. En effet, il décide d'abolir l'esclavage dans toutes les colonies françaises et affirme ainsi qu'un homme noir est l'égal d'un homme blanc. Toutefois, cette égalité ne vaut pas pour les femmes. Ainsi, par exemple, Olympe de Gouges, qui avait écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de 1791, est guillotinée pendant la Terreur. Ainsi, en même temps que Robespierre agit violemment contre les ennemis de la République,
Il poursuit la mise en place des idéaux révolutionnaires avec des mesures symboliques. Il renforce de cette manière le soutien que portent les sans-culottes aux montagnards. Toutefois, toute violence déployée par le gouvernement de la terreur commence à faire naître des oppositions. Robespierre doit faire face à des oppositions grandissantes. Tout d'abord, les exagérés, dirigés par Hébert, qui souhaite qu'il renforce encore son action envers les contre-révolutionnaires. Il pense que Robespierre ne va pas assez loin. Et surtout, plus nombreux, les indulgents, dirigés par Danton et Desmoulins, critiquent la violence de l'action du Comité de salut public. Ils demandent que cette violence envers le peuple cesse. J'ai peine à reconnaître cet endroit. C'est devenu un véritable repère de factions rivales, de mensonges et de démence. À l'extérieur, je vois des églises que l'on profane, des prisons pleines de pauvres diables, dont le seul crime est de ne pas être fanatique. Est-ce là cette République que nous avons décidé de créer ? Je propose, en première urgence, que la Convention mette en place un comité de clémence pour examiner la liste de tous ces suspects qui sont en prison et déterminer s'il y a une quelconque raison de les y maintenir ou non. Robespierre répond à ces attaques en réprimant ces mouvements. Il s'en prend au chef de ses oppositions, les fait juger sur cette estampe. On voit le procès de Danton et des Desmoulins, et les fait exécuter. Il met en place la Grande Terreur et s'en prend donc à ses ennemis. Cette politique, encore plus brutale, renforce les oppositions. Les Français sont de plus en plus nombreux à demander la fin de la terreur. Il n'y aurait pas eu de révolution sans moi. Il n'y aurait pas eu de république sans moi. Non, vous ne me traînerez pas vers la mort. Je suis vivant, à jamais. Le monde nous regardera et se demandera quel genre d'hommes nous étions. Ne laissons pas dire que nous n'étions pas meilleurs que ceux que nous avons chassés. Nous sommes tous condamnés à mourir. Je connais cette cour. C'est moi qui l'ai créée. Et j'en demande pardon à Dieu et aux hommes. À l'origine, elle devait être, non pas le fléau de l'humanité, mais un rempart. Une dernière instance contre le déchaînement des fureurs, de la brutalité et de la peur. Au lieu de cela, c'est devenu l'assassinat des consciences. Et ceux qui plus tard nous jugeront verront bien que moi, Danton, je n'ai pas voulu cela. Si je parle aujourd'hui, c'est pour défendre ce que nous avons réalisé. C'est pour tout ce que nous avons atteint. Et non pour sauver ma vie. Nous avons brisé la tyrannie des privilèges. Nous avons tué le ver dans le fruit, en abolissant ces pouvoirs auxquels n'avait droit aucun homme. Nous avons mis fin au monopole de la naissance et de la fortune, et cela dans tous les grands offices de l'État. Dans nos églises, dans nos armées, dans ce vaste complexe d'artères et de veines qui fait vivre ce corps magnifique de la France. Nous avons déclaré que l'homme le plus humble de ce pays est désormais l'égal des plus grands. Et cette liberté acquise pour nous-mêmes, nous l'avons offerte aux esclaves. Et nous confions au monde la mission de bâtir l'avenir sur l'espoir que nous avons fait naître. Ceci, c'est plus qu'une victoire dans une bataille. Plus que les épées, les canons et tous les escadrons de cavalerie de l'Europe. Et cette inspiration, ce souffle pour tous les hommes, partout, en tout lieu. Cet appétit, cette soif,
jamais on ne pourra l'étouffer. Nos vies n'auront pas été vécues en vain. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Les critiques envers Robespierre sont de plus en plus importantes. Et, dans un accès de colère, le peuple met fin à la terreur en arrêtant Robespierre le 9 Thermidor an 2, le 27 juillet 1794. Ce dernier est jugé, puis guillotiné le lendemain. Ce sont les républicains modérés qui reprennent le pouvoir. Donc, la violence de la politique de Robespierre. En un an, on aura guillotiné plus de 40 000 personnes, font naître des critiques envers lui. Petit à petit, il perd le soutien populaire jusqu'à ce qu'on mette de force fin à la terreur. Ce sont les républicains modérés qui arrivent au pouvoir et qui cherchent tout de suite à maîtriser la colère populaire en menant une politique bien moins audacieuse. Ce sont les bourgeois républicains et modérés qui reprennent le pouvoir en 1795. Ils fondent alors le Directoire, un régime politique dans lequel le pouvoir est confié à 5 directeurs. Pour éviter tout excès populaire, on éloigne les plus pauvres des décisions politiques en rétablissant par exemple le suffrage censitaire masculin. Ce régime dure jusqu'à 1799, malgré quelques tentatives de coup d'État. Ces tentatives ont été l'œuvre tantôt de jacobins, des républicains plus extrêmes qui veulent redonner le pouvoir au peuple, tantôt de royalistes qui veulent un retour de la monarchie. Ces tentatives ont toutes été avortées. Au contraire, le Directoire mène une politique extérieure audacieuse. En effet, grâce à l'armée et à de jeunes généraux talentueux, comme Napoléon Bonaparte, la France exporte ses idéaux révolutionnaires jusqu'en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie. Ces territoires sont soit occupés, soit transformés en une république et soumis à la République française. Donc, pendant le Directoire, la République perdure en France, même si ce sont les bourgeois qui reprennent alors la main et qu'ils éloignent le peuple et les monarchistes. Les différentes victoires militaires donnent du prestige à cette République, qui peut même se lancer dans des opérations plus lointaines, comme la campagne d'Égypte, menée par le général Bonaparte. Ce dernier, victorieux de chacune de ses batailles, en ressort de plus en plus populaire.